C'est parti. Live. J'ai pas reçu. Ah, je viens de voir la notification. Bonjour à tous. Nous avons 9 personnes qui nous Bon, voient. on est sincèrement désolés à tous. On a eu des petits problèmes encore avec Zoom ce midi. Donc, on est présentement là, avec Michel Grenier. Michel, t'es encore là? Je suis là, je suis là. Super. Pierre Villeneuve de Sony Bonjour à tous. et Marie-Pierre qui moniteur encore aujourd'hui la page Facebook de Gosselin donc pour l'événement. Donc, encore là, désolé, là, on a eu des petits pépins avec l'application Zoom là, qui n'est pas toujours très gentille avec nous. Mais la persévérance porte fruit et nous avons réussi. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je commence à perdre la voix aujourd'hui. Donc, on va commencer. Là, je sais que tout le monde, là, des fois, a un temps assez restreint sur l'heure du dîner. Il est déjà 12h25. Donc, je vais vous partager la présentation de Michel Desepas en partage d'écran. Et si toutefois vous avez des questions techniques, je vais être là pour vous aider. Il y a aussi Marie-Pierre de Gosselin qui est là pour répondre aux autres questions générales au magasin. Donc, gênez-vous pas. Puis, si jamais il y a une question que je vois passer dans le chat qui s'adresse à Michel, je vais lui faire signe. Donc, Michel, on te passe la parole. La présentation Super. est là. Merci. Hey, merci tout le monde d'être resté en ligne. Merci à toi. Puis merci aux participants aussi d'être restés en ligne, d'avoir attendu. Écoutez, je pense que c'est moi la responsable de tout ça, parce que je suis la seule de l'équipe à être sur un Mac. Et puis, il semblerait que Zoom a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui. Je pense que c'est en rapport avec le update. Donc, s'il y a des gens geeks un peu là, qui écoutent aujourd'hui, vous avez des conseils à donner, vous pouvez écrire ça en commentaire. Je vais les prendre avec plaisir. Donc, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Alors, je me présente. On peut passer à la prochaine page. Je m'appelle Michel Grenier. Je suis une photographe spécialisée dans le sport. Et puis, j'essaie de voir en même temps en live quand ça change. Donc, ça fait 4 ans que je suis photographe à temps plein. Et puis, habituellement, quand je dis que je me spécialise dans le sport, les gens, ils pensent que je fais du soccer, du hockey, du baseball, du football. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, on peut passer à l'autre page, c'est les sports de force. Donc, c'est vraiment ma spécialité. Les sports, des fois, un petit peu moins connus. Les sports de force. Donc, j'ai commencé en faisant de la photographie de CrossFit parce que, à mes débuts, je m'entraînais régulièrement et puis mon chum était copropriétaire d'un gym qui s'appelait CrossFit Lévis, qui est toujours, il n'est plus propriétaire, mais le gym existe toujours. Et puis, mes amis étaient là, je passais mon temps là. Donc, c'était facile pour moi, le gym était super facile d'accès et c'est là que j'ai commencé à prendre des photos de sport. Et dans le CrossFit, on peut passer à la prochaine page, il y a une discipline qui s'appelle l'haltérophilie. Et c'est une discipline que j'ai vraiment appris à beaucoup aimer. J'en ai fait un petit peu moi-même. Et j'ai vraiment trouvé ça fascinant comme discipline. Donc, j'ai aussi développé une spécialité là-dedans. Au courant des dernières années, j'ai couvert des événements nationaux et internationaux d'haltérophilie. Donc, j'aime vraiment ça. On peut passer à la prochaine page. Je fais également du powerlifting, donc des gros gars, des grosses filles qui lèvent lourd. On aime ça avec de la craie partout. Prochaine page. L'année dernière, j'ai commencé également, tant qu'à faire des sports de force, à faire aussi du strongman. Donc, ça m'a amené à faire des compétitions nationales et aussi à l'international. J'ai voyagé un petit peu pour couvrir parce qu'on a passé strongman, peu importe. Et je fais également des événements de course. Donc, cet été, si les événements avaient eu lieu de Je cours Québec, ça aurait été ma 3e année pour Gestev et Je cours Québec, couvrir les événements. Donc, j'ai vraiment eu plein de belles opportunités. C'est super le fun. Et je veux vous dire que tous les trucs et les expériences que j'ai eues, les trucs que je vous donne aujourd'hui, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser
pas seulement pour la photographie de sport, mais pour toute la photographie comme en action. Donc, vous pouvez faire du mariage, de la photo corporative, vous pouvez faire des événements, peu importe quelle sorte d'événement, les trucs que je vais donner vont pouvoir vous être utiles dans toutes sortes de circonstances. Donc, commençons par la base. Prochaine page. J'aimerais qu'on apprenne un peu à se connaître. Là, bon, je sais que vous êtes probablement sur votre heure de lunch et puis qu'il reste une demi-heure d'heure de lunch. Donc, et je sais aussi qu'il y a un petit délai entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez vos commentaires, mais je veux que vous sachiez, je veux que vous puissiez repartir avec quelque chose vraiment pour vous qui vous intéresse. Donc, si je ne réponds pas à vos questions au courant de la conférence, le temps qui nous reste ensemble, écrivez-les dans les commentaires. Et puis, Marie-Claude, Marie-Pierre, Pierre vont pouvoir me les transmettre. Puis, ça va vraiment faire plaisir de répondre à vos questions si je ne parle pas de ce contenu-là dans la présentation. Donc, prochaine page. Pourquoi faire de la photographie de sport? Donc, pourquoi moi, j'ai développé cette spécialité-là? Donc, la photographie, c'est un message qu'on partage. Et puis, moi, le message que j'aimais partager par le sport, c'était plein de belles valeurs. Donc, en photographie de sport, on voit le travail d'équipe, l'échec, l'adversité, la fierté, l'effort, la déception. Donc, tous ces beaux messages de vie-là, c'est super le fun et facile à prendre de manière spontanée dans le sport. Prochaine page. Par exemple, ici, on a une photo, c'est l'équipe K4 de kayak U23, donc en bas de 23 ans. Il y avait en bas de 23 ans en 2018 quand j'ai pris cette photo-là. Ça a été pris au lac Beauport. Je suis une fille de Québec, donc j'ai beaucoup de photographies qui ont été prises dans la région de Québec. Prochaine page, on peut aussi partager des valeurs ou des images de communauté. Dans la communauté du CrossFit, c'est très tissé serré, les gens s'entraînent beaucoup et tout. Et je trouvais que cette photo-là représentait bien l'esprit de communauté. Prochaine page, on peut également montrer la détermination. Donc, ça ici, c'est une épreuve d'homme fort avec une pierre d'Atlas. Donc, l'athlète doit prendre une pierre ronde qui pèse, je ne sais pas exactement c'est quel poids, cette pierre-là, peut-être que 250 livres dans ce coin-là. Et puis, Alex, l'athlète qui est sur la photo, devait ramasser la pierre qui était par terre, la poser sur ses genoux, puis ensuite la passer par-dessus la barre qu'on voit en haut de l'écran. Donc, je trouvais qu'à ce moment-là, on voyait vraiment la détermination dans son visage. Il se donnait à 100%. Puis là, la moitié de faite, puis là, il fallait qu'il passe la pierre par-dessus. Prochaine page. On peut également partager l'effort. Donc, ici, on voit Maxime, un athlète d'haltérophilie, qui avait fini son entraînement, qui avait vraiment donné son 100%. Et puis, quand je suis capable d'avoir quelques petites gouttes de sueur dans mes photos, c'est vraiment un bonus. Donc, j'aime vraiment ça. Prochaine page. On peut également facilement partager l'adversité. Donc, ici, c'est Éric Martel qui avait perdu son combat contre Adam Braidwood au Centre Vidéotron. Donc, on voit, bon, qu'il est un petit peu déçu, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Des fois, on gagne, des fois, on perd, mais on apprend toujours. Et prochaine page, on peut également voir l'accomplissement. Donc, ici, Lenny Dion, un autre athlète d'haltérophilie, qui avait réussi, c'était peut-être un record personnel ou qui avait réussi l'objectif qui s'était mis en compétition. Puis on voit, il est vraiment heureux, la barre est en train de rebondir par terre, il vient de terminer son livre, il est super content. Alors, prochaine page, je me fais souvent demander ce que j'utilise comme équipement. Alors, on peut passer à l'autre page tout de suite. Là, je vais vous dire tout de suite, c'est possible de faire de la photographie de sport avec n'importe quel boîtier et objectif, OK? Et puis, c'est super important, je veux vous dire ça, parce que quand j'ai commencé, et on peut passer à l'autre page, quand j'ai commencé en 2016 à faire de la photographie, j'avais vraiment pas de budget, OK? Puis tout ce que j'avais les moyens de m'acheter, c'était un boîtier usagé. C'était un petit Nikon D5000, OK? Puis là, on est en 2016, puis je pense que c'était un boîtier qui datait de 2008. Fait que c'était déjà un boîtier qui avait 8 ans, avec un objectif. C'était un f2.8. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça m'a vraiment aidé. Et puis, écoutez, c'est tout ce que j'avais les moyens de m'acheter. Puis, j'ai réussi à faire des belles photos. Puis même encore aujourd'hui, il y a quelques photos que j'ai prises avec ce boîtier-là qui restent dans mes photos préférées. Alors, peu importe ce que vous avez entre les mains, si vous avez le goût de vous mettre à la photographie de sport ou n'importe quel type de photographie en action, vous êtes capable de travailler avec ce que vous avez.
On avance d'1 an, on peut changer la page. Ici, donc, c'est le premier boîtier full frame que je m'étais acheté. J'avais commencé en Nikon, donc j'ai racheté un boîtier Nikon à cette époque-là. C'est un Nikon D750, donc ça allait déjà mieux, mes capacités ISO étaient mieux. Le fait d'avoir un full frame, j'avais une profondeur de champ. J'ai toujours aimé isoler mes sujets, me permettait d'avoir une profondeur de champ plus petite. Et on peut passer à l'autre image. Donc, j'ai pris l'habitude de toujours travailler avec 2 boîtiers à la fois. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup travailler avec les objectifs à focale fixe. La raison, c'est que dans le temps, je n'avais pas les moyens non plus de m'acheter des zooms. Fait que moi, je n'avais pas le moyen de m'acheter un 24-70 ou un 70-200. Donc, je vous dirais que 95% des photos que j'ai prises dans mes 3 premières années de photographie, ça a été avec une 50 mm f1.8. Puis, j'avais acheté un objectif usagé, c'est une 180 mm f2.8. C'est avec ça que je travaillais. Donc, j'avais un boîtier de chaque côté. Puis, c'est avec ça que je prenais mes photos. On peut passer à l'autre image. Et puis, bon, là, ça a été pris l'été dernier. Donc, j'ai fait le switch pour le sans miroir avec Sony l'été. Ça fait un peu plus d'1 an. En mars, l'année passée. Et puis, là, ma carrière, j'étais photographe à temps plein. J'ai vraiment eu des belles opportunités. Et puis là, j'avais vraiment un budget. Puis je me suis dit, peu importe la compagnie, peu importe le produit, c'est quoi que ça me prend pour pouvoir travailler au mieux de mes capacités. Puis j'ai fait des recherches, j'ai essayé plein de choses, et puis finalement, je me suis arrêtée sur le Sony. Étant donné que je fais exclusivement de la photographie de sport, j'ai opté pour le A9, qui a été, je pense, un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma carrière de photographe, avec des nouveaux objectifs natifs Sony. Donc, j'ai repris un 55 mm, j'ai racheté un 135 mm pour avoir mon téléobjectif, un grand angle 28 mm, et puis j'ai acheté aussi la 100-400 un petit peu plus tard dans l'année pour tous mes événements à l'extérieur durant l'été. Ça faisait vraiment une super bonne job. Donc, on peut passer à l'autre page. En fait, les caractéristiques qui ont influencé mon choix pour l'équipement, ça a été l'autofocus, un autofocus rapide, performant, capacité d'ISO élevée. Quand j'étais avec mon petit Nikon D5000, là, si j'étais en haut d'ISO 800, là, je pense qu'il y avait une tempête de neige. Okay? J'étais super limitée. Et puis là, aujourd'hui, écoutez, je peux monter ça à comme 12 000, puis on ne voit rien. J'aime beaucoup travailler avec des objectifs à grande ouverture. C'est une des raisons pour lesquelles je préfère travailler avec des focales fixes et aussi pour la super belle qualité d'image. Donc, on peut passer à l'autre diapo. Petit truc technique, on peut changer encore. Bon, l'ouverture. C'est un goût très personnel, mais j'aime bien travailler avec une très grande ouverture. Par exemple, on est rendu un peu plus loin, peut-être reculer de 2. J'aime beaucoup travailler avec une ouverture de exemple f1.8 pour 2 raisons. Première raison, meilleure qualité d'image en situation de basse lumière. Je passe mon temps... Oui, super, merci. Je passe mon temps beaucoup dans les gyms. L'hiver et tout ça, le CrossFit. L'été, c'est le fun, ça se passe dehors, mais la plupart du temps, ça se passe en dedans. Puis on va s'entendre, là, si vous êtes habitué un peu d'être en dedans dans les gyms, ou même si vous faites des photos de conférences ou des trucs corporatifs, quand on est à l'intérieur, on est limité un petit peu dans la lumière. Donc, ça donne vraiment une chance d'avoir des grandes ouvertures. Puis, ça permet aussi, d'un côté artistique, ça permet d'isoler le sujet. Parce que souvent, quand on est dans des endroits où c'est très, j'ai le mot en anglais, crowded, quand il y a beaucoup de gens, il y a plein de choses qui se passent en même temps, des fois, c'est difficile d'attirer l'œil vers ce qu'on veut que les gens voient précisément. Puis le fait d'avoir une grande ouverture, ça aide vraiment à avoir le sujet en focus, et puis tout l'arrière-plan et l'avant-plan vont être plus flous. Donc, c'est vraiment facile d'envoyer un message dans nos images. Donc, si on va à la photo après, vous avez vu un petit preview de ça. C'est un athlète qui fait de powerlifting, qui fait un bench press. Et puis, vous voyez comment son œil est net et la barre qui passe devant lui est floue. Donc, c'est l'effet d'une grande ouverture, c'est l'effet que ça fait. Ensuite, si on va à l'image suivante, ici, c'est un athlète qui faisait un clean and jerk, donc dans la portion
épaulé, jeté, donc dans la portion jetée de son mouvement d'haltérophilie. Et puis, vous voyez en arrière, c'était une compétition. C'était plein de monde, puis il était proche des gens en arrière. Donc, si je n'avais pas eu une grande ouverture, il aurait été comme complètement perdu avec les gens en arrière, puis l'œil se serait promené vraiment un petit peu partout dans l'image. Si on va à la prochaine photo. Même exemple ici, ça permet d'avoir une belle perspective. Donc, la coureuse Joanie Fortin ici, la folle qui court, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, les gens de Québec, qui est une bonne amie à moi. Donc, j'avais pris en photo de manière tout à fait illégale sur un terrain du CN. Donc, c'est plein de morceaux de bois, de tracts de chemin de fer qui avaient été ramassés. Ça faisait des belles grandes rangées. Je trouvais que ça faisait une super belle perspective. Donc, j'ai fait courir là-dedans. Et puis, on voit l'effet de la profondeur de champ. Le devant est plus net. Et puis, en arrière, ça s'en vient flou rapidement. Ensuite, prochaine page, la vitesse. Donc, pour figer le mouvement, vous êtes certainement au courant, on utilise une vitesse rapide. Par exemple, 1/500 de seconde et plus. Puis c'est un réflexe naturel. Mais il y a d'autres manières de capter l'action pour donner de l'impact dans les images. Alors, si on va à la photo suivante, l'exemple ici, j'ai figé le mouvement. Et ça, c'est une photo que j'avais prise l'année dernière pour les courses Mod Girl. Et puis, ils voulaient des photos pour pouvoir faire leur visuel promotionnel de 2020. Et puis, il m'avait dit, Michel, tu fais pas mal ce que tu veux, mais nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'on voit de la boîte, OK? Parce que leurs courses, c'est des courses exclusivement pour les femmes. Ils ramassent des fonds pour la Fondation du cancer du sein. Et puis, ils font les courses dans la boîte. Donc, je me suis arrangée pour qu'il y ait en masse de boîtes dans les photos. Donc, c'est un exemple où j'ai figé la boîte où une petite fille a sauté dans l'eau, dans la boîte. Prochaine image. Donc, ici, c'est une athlète qui fait un saut un plongeon en natation. Donc, je l'ai pris entre le moment où elle sautait puis le moment où elle allait plonger dans l'eau. Donc, on voit les gouttelettes d'eau qui revolent et tout. Prochaine photo. Ici, un athlète de volleyball qui est en train de faire un dig, qui est en train de sauver une balle. Donc, on voit le sable qui revole. Un autre exemple de mouvement figé et un autre exemple de mouvement figé. Prochaine image. C'était encore sur le terrain de beach volleyball. Et puis, c'est deux athlètes, un qui attaquait et un qui bloquait au filet. Et puis, je l'ai croppé. Originalement, on voyait les athlètes au complet. Puis, je trouvais tellement ça beau, le mouvement du sable, que j'ai délibérément coupé la moitié de la photo pour que nos yeux s'en aillent directement vers le sable qui revolait. Donc, prochaine image. Michel, j'ai une petite question oui? pour toi. Est-ce que tu fais quand même un traitement spécial ou c'est vraiment l'équipement à la base qui fait la différence? Oui, bonne question. Je traite toutes mes images. J'ai le plaisir d'être une ambassadrice pour la compagnie Skylum Software. Donc, j'utilise le logiciel Luminar 4 et Aurora HDR. Et puis, je vais utiliser ces deux logiciels-là. Je trouve vraiment que c'est ce qui fait ce qui fait qu'une personne va développer son style personnel. Il y a un style au moment où on prend la photo, qui est par rapport aux réglages, aux paramètres, aux angles qu'on prend, à la lumière qu'on détermine, qu'on fait pour la photo. Puis, il y a aussi le côté stylisé post-traitement. Et puis, moi, c'est mon côté artistique, j'aime vraiment beaucoup la post-production. Donc, pour moi, ce n'est pas une corvée. Je suis consciente que certains photographes qui veulent en faire le moins possible, c'est bien correct aussi. Mais moi, je n'ai aucun problème à passer autant 2 minutes que 20 minutes sur une photo. Et puis, oui, toutes les photos que vous voyez dans la présentation, puis les photos que j'envoie à mes clients, c'est toujours des photos que j'ai traitées. Si ça répond à ta question. Oui, Michel, il y a quelqu'un qui demande si à l'occasion tu utilises des flashs en situation extérieure. Je pourrais, mais je n'utilise jamais de flash. C'est une bonne question aussi. Une des raisons, c'est que souvent, je suis soit en compétition ou soit vraiment au milieu de l'action, puis je ne veux pas aveugler les athlètes ou je ne veux pas leur flasher dans le visage s'ils font de l'haltérophilie, des choses comme ça. Et puis aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment investi pour avoir des boîtiers de qualité. C'est que, écoutez, j'aurais jamais besoin de flash. Je peux toujours, avec mon ISO ou ma vitesse ou mon ouverture, m'arranger pour avoir des réglages qui me permettent d'avoir une bonne exposition à la prise de vue directement. Mais c'est vraiment une bonne question. Puis oui, il y a plein de photographes qui font des super belles photographies de sport avec des flashs. Donc, les deux sont vraiment possibles. Donc, là, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur cette diapo-là. Donc, vous avez vu la photo. C'est un exemple d'un mouvement filé.
Donc, un mouvement filé, c'est où la caméra suit le sujet. C'est ce qui fait que le sujet est plutôt net et que le fond devient flou puis qu'on voit le mouvement. Quand je veux faire ce type de photo-là, on peut passer à l'autre diapo. Ce type de photo-là, je veux tout le temps commencer à peu près 1/30 de seconde. C'est comme mon barème, là, 1/30, mais c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, je vous suggère de faire des effets de filet comme ça, faites-en, mais arrangez-vous pour avoir déjà quelques bonnes photos avant parce que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis si à un moment donné, je ne sais pas, c'est des gens qui passent devant vous et qui ne repassent pas 10 fois, ça se peut que vous n'ayez pas de bonnes en filet. Donc, arrangez-vous pour avoir au moins quelques bonnes photos avant de faire cette technique-là. Une fois que vous les avez en banque, là, vous pouvez descendre votre vitesse à 1/30 de seconde. Et par exemple, ici, c'est un athlète de vélo. Et là, il passait devant moi, il repassait devant moi. Et puis, il faut vraiment être timé avec la vitesse que la personne passe devant vous. Ça va toujours mieux si elle passe de manière parallèle à vous. Donc, elle va passer de droite à gauche. Un effet de filet va moins bien fonctionner si c'est de haut en bas ou de plus loin de vous à quelqu'un qui se rapproche de vous. Donc, par exemple, si quelqu'un court, ça va aller mieux si elle court vraiment de droite à gauche ou de gauche à droite de vous pour faire cet effet-là. Michel, oui. On a des questions qui reviennent, entre autres, pour savoir si tu utilises le trépied ou des filtres à l'extérieur. Bonne question. Je pense que c'est gênant à dire. Dans ma nature, je suis un petit peu lâche. Donc, le moins d'équipement je peux traîner, le mieux c'est pour moi. Alors, j'utilise pas, en fait, un filtre, ce ne serait pas très forçant, mais non, je n'utilise pas de filtre. J'augmente ma vitesse si jamais il y a vraiment beaucoup de lumière. Exemple, si je suis à l'extérieur, j'aime bien quand même travailler à une grande ouverture, à l'extérieur, même quand il fait clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre mon ISO plus bas, à ISO 100, puis je vais vraiment augmenter ma vitesse. Donc, ça me permet d'avoir, de ne pas être surexposé. Et puis, non, je ne traîne pas de trépied avec moi. C'est vraiment tout à main levée. Si j'ai besoin d'être stable, je vais m'arranger pour accoter soit mon coude ou ma main ou mon bras ou déposer mon appareil photo sur une surface qui est stable. Sinon, quand on est à vitesse élevée, là, mettons 1 centième, un 250 ou un 5 centièmes de seconde, il n'y a pas de flou de bouger ou de mouvement. Donc, ça élimine ce problème-là pour le trépied. Mais je vous invite à utiliser le trépied ou le monopode si vous en avez besoin. Moi, je pense que je suis juste trop lâche. Je m'arrange avec ce que j'ai sur place. Avez-vous d'autres questions? Correct? Non, pas pour le moment. Écoute, on va continuer à te les poser au fur et à mesure qu'on avance. Parfait. Donc, prochaine diapo, c'est un exemple ici d'hommes forts. Donc, c'est du farmer carry qu'ils appellent. Donc, dans leurs mains, c'est des logs, un log dans chacune de leurs mains. Puis, c'est vraiment lourd. Là. Je ne me rappelle pas, c'est peut-être 200 livres chaque barre. Là. Les gars, ça monte à plus haut que ça. Puis là, non seulement il faut qu'ils les lèvent, donc ils fassent comme un deadlift avec ça, mais ils avancent avec ça le plus vite possible. Donc, dans une épreuve, ils soulèvent, puis ils avancent d'une ligne à l'autre, puis celui qui gagne, c'est celui qui a fait le chemin le plus vite possible. Et puis, quand je prenais la photo de cette épreuve-là et que je figeais le mouvement, les gars, ils avaient juste l'air d'être debout avec les logs. Alors, je me suis dit, je vais ralentir ma vitesse pour qu'on comprenne que l'athlète y avance avec. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir cet effet-là et puis qu'on comprenne qu'il avançait. Autre exemple, prochaine diapo, qui faisait du ski, comment on appelle ça? Ski à roulette ou quelque chose comme ça? Du ski patin, ça se peut? Oui, ça se peut. Voyons, je ne me rappelle pas, ça doit être ça. Et puis, j'avais pris cette photo-là pour une revue. Il voulait illustrer des athlètes de l'équipe canadienne qui s'entraînaient, comment ils s'entraînaient durant l'été. Et puis, il voulait parler de ce sport-là. Donc, j'avais diminué ma vitesse pour vraiment monter l'effet de rapidité. Il descendait une côte, ça allait super vite. Autre exemple sur la prochaine diapo. Donc, contrairement au mouvement filé, on peut également faire des mouvements suggérés. Donc, la différence, c'est que la vitesse est lente aussi, mais la caméra ne bouge pas. Donc, on ne suit pas le mouvement, ce qui fait que le fond est net et que c'est l'athlète ou la personne qui bouge, le sujet qui est flou. Alors, on a un exemple ici. Donc, pour avoir cette photo-là, il a fallu que la danseuse se mette sur la pointe des pieds et tienne exactement
1/30 de seconde immobile, parce qu'elle, on ne la voit pas floue, elle, on la voit nette. Et puis, on voit les autres danseurs qui font un mouvement vers l'extérieur, puis elles sont floues. Donc, j'ai réussi à faire... En fait, j'ai été chanceuse à faire cette photo-là. Si on regarde l'autre photo, un autre exemple, c'était, c'est-tu le marathon SSQ ou défi des escaliers? C'était sur la rue Saint-Jean l'année dernière. Les coureurs montaient la rue Saint-Jean, donc je voulais montrer le mouvement dans la rue Saint-Jean. Si on passe à la photo suivante, on a des athlètes de course qui couraient la nuit, l'hiver. Donc, j'ai été avec une vitesse lente un petit peu par défaut parce que c'était tellement sombre qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse figer le mouvement. Alors, j'ai été avec cet effet-là et puis ça a donné ce résultat-là. Si on va à la prochaine diapo. Si on parle d'ISO, avoir un ISO le plus bas possible permet d'avoir la meilleure qualité d'image. Mais il ne faut pas avoir peur de le monter si on en a besoin. OK? Des fois, il y en a qui disent « Ah, le ISO, c'est le mal, on va aller en enfer si notre ISO est trop haut. » OK? Quand ce n'est pas nécessaire de le monter, on ne le monte pas. Mais écoutez, moi, j'ai toujours dit, vaut mieux avoir une photo avec un petit peu de grain ou un petit peu de bruit que de ne pas avoir de photo pantoute. Donc, pour moi, fréquemment, est-ce qu'on dit les ISO ou les ISO? Ça se dit bizarre, hein? Les ISO. Avec lesquels je travaille à l'intérieur dans les gyms, ça va tourner autour de 2500, 4000. Ça, c'est mes ISO pas mal de base. Puis imaginez, j'étais avec des ouvertures de f1.8. Donc, ça se peut que vous, comme moi, quand je travaille avec mes autres boîtiers, il fallait que je monte mes ISO encore plus haut que ça. Mais vaut mieux ça que pas avoir de photo pantoute. Prochaine diapo. Un petit truc, quand vous arrivez en quelque part, que ce soit dans un gym ou peu importe, dans un endroit pour prendre vos photos ou à l'extérieur, déterminez d'où provient la source principale de la lumière. Donc, si vous êtes à l'extérieur, il y a des grosses chances que ce soit le soleil, qui va donner un certain angle à la lumière sur vos photos. Donc, placez-vous en fonction de cette lumière-là. Si vous êtes à l'extérieur, c'est peut-être une lumière qui est au plafond, c'est peut-être une lumière qui est au mur, c'est peut-être une fenêtre, une porte patio. Et puis, cette lumière-là a une incidence sur le résultat, le look dans vos photos. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Ça comme c'est ici. Donc, moi, j'aime bien personnellement avoir des styles de photos à contre-jour ou latérales. Donc, on a un exemple ici de photo à contre-jour. Ça a été pris à la baie de Beauport en fin de journée. Donc, je trouvais ça beau comment le soleil se passait au travers des cheveux de l'athlète de triathlon. Si on passe à l'autre diapo, c'était en début de journée, en matinée. On voit la belle chaleur, comment ça donne une belle lumière chaude, le soleil, le début de journée. Moi, je vous suggère, si vous êtes pour prendre des photos à l'extérieur, vous devez déjà savoir le truc. Allez-y en début de journée ou en fin de journée. Surtout à ce temps-ci de l'année, le soleil se lève vraiment tôt. Donc, il va falloir que vous vous leviez de bonne heure pour avoir des beaux angles de lumière ou que vous vous couchiez tard. Mais ça vaut vraiment la peine. Si on passe à la prochaine diapo, c'est une photo qui a été prise dans un gym de CrossFit et la seule source de lumière que j'avais, c'était par les portes vitrées du gym en avant. Et puis, ça m'a fait une belle lumière latérale. Vous voyez comment ça épouse le tour de ses bras, son profil. Donc, j'aimais bien cette lumière-là. Prochaine photo. Si vous voulez des effets de gouttelettes d'eau qui revolent ou de craie qui revolent, la meilleure lumière pour faire ressortir ça, les détails, c'est une lumière, c'est pas latérale que je veux dire, c'est une lumière en contre-jour. Donc, ma source de lumière principale ici provenait des fenêtres qu'on voit en arrière, les grandes fenêtres horizontales. Et puis, on a l'athlète Brian Shaw qui se mettait beaucoup de craie avant de faire un deadlift. Donc, on voit toute la craie revolée. C'est ce qui donne cet effet-là. Si on passe à la prochaine diapo. Autre lumière, j'ai toujours backlit, là, excusez-moi, je suis comme en switcher en anglais. Moi, Michel, oui. Il y a une question qui revient par rapport à la lumière, c'est la façon dont tu la mesures sur l'appareil. Est-ce que tu es en multimetering ou en spot? Je suis toujours en... Bonne question. C'est quelque chose que je ne joue pas vraiment avec. J'ai commis une fois en... T'as-tu comme une moyenne? Il me semble qu'il n'y en a pas un qui s'appelle moyenne. Pondéré central? Oui, fait que c'est ça que j'ai. Pondéré central.
Mais je ne me fie pas vraiment à ça parce que quand on est à contre-jour, la lumière arrive directement dans notre boîtier, ce qui fait que le boîtier dit « Oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de lumière, il faudrait que tu diminues ton exposition. » Mais en fait, si on regarde comme dans la photo qu'on a l'exemple ici, probablement que mon boîtier me dirait « Oh, il y a vraiment beaucoup de lumière. » Mais si on regarde le sujet est en silhouette, même le sujet est pratiquement sous-exposé. Dans le cas ici, c'est voulu. Mais quand on est en mode 100% manuel, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment décider du look qu'on peut avoir. Si vous êtes en mode automatique, tu me corrigeras si je me trompe, Pierre, mais là, c'est vrai que les modes de mesure de lumière ont une plus grande incidence parce que c'est ça qui va déterminer l'exposition de ton boîtier quand on est en mode semi-automatique. C'est ça? Tu es en mode manuel en ce moment. Oui, c'est ça. Mais avec l'ISO automatique? Non. Ben, à ce moment-là, la mesure de lumière, c'est ça n'a pas d'incidence. Ouais, ça n'a pas d'incidence. À moins que tu regardes ton posemètre en bas, c'est toi qui juges selon ton histogramme ou ce que tu vois dans ton viseur. Exact. Ouais. Donc, le conseil que je donne à ceux qui sont toujours en mode manuel, le posemètre n'a pas d'incidence parce que c'est vous qui décidez vos réglages de toute manière. Mais si vous êtes en mode semi-automatique, donc priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture ou à l'ISO, bien là, à ce moment-là, le mode de mesure de la lumière va avoir une incidence, mais ça se peut que vous fassiez jouer des tours parce qu'en étant en contre-jour, ça se peut que le boîtier trouve que vous ayez trop de lumière pour ce que vous devriez avoir. Donc, il va peut-être falloir que vous jouiez des petits trucs avec ça. Ça répond-tu un peu à la question? Oui, absolument. OK, super. Si on regarde la prochaine photo, donc un autre exemple vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup, des photos backlit. Ici, la source principale de lumière était la grande fenêtre en arrière. Et puis, vous voyez comment ça fait. Là, c'est sûr qu'il est vertical et plus petit un peu dans l'écran, mais comment ça va vraiment faire un beau contour des athlètes, donner des sujets. C'est vraiment une belle lumière qui va épouser les courbes des sujets. Si je passe à la prochaine diapositive. Donc, un truc que je veux vous donner ou que c'est quelque chose que j'utilise personnellement, peut-être que vous allez avoir ça va vous donner des idées. Quand je prends la photographie de sport, écoutez, je peux revenir avec une journée d'événement à 2000 photos et des journées que je reviens avec 4000 photos à trier. Donc, j'ai pour moi la technique la plus rapide, mon workflow que je fais quand je reviens chez nous avec mes cartes USB. Je les importe et je les importe dans Photomécanique. Donc, c'est vraiment super rapide. J'ai rapidement compris que dans mes débuts, j'utilisais un petit peu Lightroom et même dans Luminar 4, quand on va importer des milliers de photos, il n'y a rien qui est aussi efficace que Photomécanique. Ça permet d'avoir des previews super rapides. Ça permet de sélectionner ces photos super rapidement. Et je ne sais pas si vous avez une structure de toutes les photos que vous importez ou si vous mettez tout ça dans le même dossier, tout mélangé ensemble. Ça, c'est une technique, je n'ai rien inventé, c'est une technique que j'ai appris quand j'ai fait mon cours en photographie. Quand vous arrivez chez vous et que vous importez vos photos, je nomme toujours mon fichier par la date. Moi, j'aime bien commencer par l'année. Donc, l'exemple qu'on a là sur la diapo 2020-06-02, c'est aujourd'hui. Ben, en dessous, j'écris pour me reconnaître. Là, par exemple, aujourd'hui, webinaire Gosselin-Sony. Ce serait le nom de mon dossier. Puis là, je mets toutes les photos de ma journée ou de cette séance-là dans ce dossier-là. Comme ça, là, tu sais, quand ça fait 4, 5, 6 ou 10 ans que vous prenez des photos, je pense qu'on est tous contents de savoir où on peut retrouver nos photos exactement, parce que ça peut être vraiment facile de se perdre. Donc, j'utilise Photomécanique. Je fais le tri des meilleures images. Ensuite, on peut passer à la prochaine diapo. En post-production, on en a glissé un petit mot tout à l'heure. J'utilise une combinaison de Camera Raw dans Photoshop, Aurora HDR ou Luminar 4. C'est mes logiciels go-to. J'aime vraiment beaucoup travailler avec eux. Puis je trouve que c'est des logiciels qui me permettent vraiment d'utiliser de développer mon style vraiment de look sportif en photographie. Donc, si on va à la prochaine diapo, par exemple, ça permet de corriger l'exposition. Quand je suis à l'extérieur, des fois, je vais volontairement sous-exposer mes images pour conserver le ciel, le détail dans le ciel. Puis c'est facile après d'aller rechercher des détails dans les ombres, parce qu'avec les plages dynamiques qu'on a dans nos boîtiers maintenant, c'est tout ça, Pierre, comme 14
top ou 14... Grand en français. 14 crans? Oui. Merci. 14 crans, même si quand on prend la photo, on a l'impression que nos ombres sont un petit peu foncées, c'est super facile en post-production d'aller rechercher les détails. Donc, c'est une des choses que je fais ou que je peux faire en post-production. Si on voit la prochaine diapo, ça me permet aussi de jouer avec les couleurs et les structures. Donc, on voit sur cette photo-là ici comment j'ai pu aller chercher le bleu aqua de l'eau, qui en passant était vraiment cette couleur-là à l'endroit où j'ai été prendre la photo. C'est pour ça que j'avais été à cet endroit-là. Et vous voyez aussi comment on voit mieux les gouttelettes du côté gauche que du côté droit. Donc, le côté droit, c'est le fichier RAW que j'ai dans mon boîtier. Puis à gauche, c'est une fois que j'ai traité. Vous voyez aussi tous les détails dans le tissu mouillé. Donc, ça me permet d'aller chercher de la structure. Si on voit à la prochaine diapo, ça me permet aussi de créer des images qui ont vraiment une personnalisation puis un style qui m'est propre. Donc, chaque personne, quand on traite ces photos, on a des préférences personnelles. Il y en a qui aiment des couleurs désaturées, il y en a qui aiment ça plus saturer leurs couleurs, il y en a qui aiment ça avec le contraste, d'autres pas de contraste. Donc, ça permet vraiment de livrer ou de créer des photos qui ont un style qui vont tout le temps un petit peu se ressembler. Si quelqu'un va regarder vos photos, va dire « Ah oui, j'ai reconnu tes photos parce que j'ai reconnu le style. » Prochaine diapo. Mon secret. Oui. J'ai deux questions par rapport au logiciel. En fait, il y a quelqu'un qui demande, Tommy demande c'est quel Mac que tu utilises pour le support de tes logiciels. Et il y a Laurence qui demande est-ce qu'il est possible de faire du photo stacking dans Luminar 3? Donc, pour Luminar 3 ou 4, ils ne font pas de photo stacking, malheureusement. Puis, je ne suis pas sûre de comprendre la première question. La première question, c'est quel Mac utilises-tu, dans le fond? Pour traiter mes photos? Moi. C'est une combinaison de Photoshop dans Camera Raw pour faire le développement de base, parce que des fois, j'ai des différentes façons de travailler. Sinon, c'est Luminar 4 pour 80... Excuse, la question, c'est quel Mac utilises-tu? Ah, Mac! Excusez, j'ai compris, Mac. C'est un Mac 2015 que j'ai acheté en 2016. Donc, en mid-2015, fait que c'est pas les nouveaux avec l'espèce de barre intelligente en haut, là. MacBook Pro. OK. 15 pouces. Ouais. Merci. Ben, ça fait plaisir. Donc, si on retourne à la diapo suivante. Donc, mon secret, qui n'est pas vraiment un secret pantoute, là, mais c'est ce que j'utilise tout le temps, donc on peut aller à la diapo suivante, c'est connaître son sujet. OK? Connaître le sport ou la discipline qu'on va couvrir, ça permet vraiment d'avoir des meilleures images. OK? Je suis super à l'aise de prendre des photos de CrossFit, d'haltérophilie, de strongman, de powerlifting, de course, parce que je connais vraiment les sports. Mais c'est un peu honteux de dire ça en tant que Canadienne québécoise, mais je ne suis vraiment pas une amateur de hockey. Puis si quelqu'un m'envoie prendre des photos de hockey, j'aurais vraiment pas des photos spectaculaires parce que je ne pourrais pas anticiper le jeu parce que je n'ai aucune idée c'est quoi du hockey. Donc, connaître son sujet, ça permet d'anticiper les moments forts, ça permet de savoir vraiment à quelle fraction de seconde l'action va être à son apogée. Et puis, ça permet aussi de savoir les meilleurs angles, les angles les plus avantageux qui vont donner le plus d'impact à notre composition. Si, en plus, vous allez prendre des photos avec quelqu'un que vous connaissez, un athlète ou un modèle ou un sujet, une personne que vous connaissez, ça va aussi paraître dans vos photos parce que les deux, vous allez être plus à l'aise, il va y avoir plus de complicité. Des fois, si vous prenez, par exemple, une danseuse, vous allez connaître un petit peu son style de danse, vous allez pouvoir amplifier ou prendre en photo certains mouvements que vous savez qu'elle va faire ou qu'elle aime vraiment beaucoup. Donc, mon secret, qui n'est pas vraiment un secret, connaître son sujet. Si on va à la diapo suivante. Donc, je connais vraiment bien les mouvements d'haltérophilie. Ici, je sais de la manière que ses mains sont placées sur la barre, la distance que les mains sont placées sur sa barre, que c'était un mouvement de clean and jerk, d'épaulé jeté. Il avait réussi son épaulé. Et puis, il allait faire le saut pour aller, là j'ai les mots en anglais, catcher sa barre en jeté. Et il y a une fraction de seconde qui se passe entre le moment où l'athlète va tirer sa barre vers le haut et il va se lancer en dessous pour l'attraper, les bras dépliés. Et il y a une fraction de seconde où les pieds ne touchent plus par terre, les jambes sont dans les airs et la barre passe devant le visage de l'athlète. Et puis là, c'est un mélange de préparation et de chance parce que souvent, ces photos-là, je réussis à les avoir, mais la barre est directement devant les yeux de l'athlète. Et puis ici, là, la photo est un peu petite, mais on voit
qu'on voit l'œil de l'athlète. Donc, j'aimais vraiment cette photo-là parce que la préparation rencontrait la chance. Si Michel, on va... si Oui. je pose trop de questions, tu me le diras, mais quelqu'un Non. demande est-ce que tu dois remettre tes photos à tes clients après le shooting? Puis si oui, comment tu fais puisque tu shootes en RAW? Donc, dans la situation où je vais couvrir une compétition, il y a comme deux avenues. Soit que je vais livrer les photos de compétition à l'organisation de la compétition. Donc, c'est eux qui m'ont payé, qui m'ont pris pour prendre les photos. Donc, c'est à eux. Donc, je vais retourner chez nous. Je vais trier mes photos. Je vais faire un traitement. Souvent, je vais faire du batch processing. C'est quelque chose qu'on peut faire dans plusieurs logiciels de traitement, qu'on peut également faire dans Luminar 4, ce que je fais la plupart du temps. Donc, on prend une photo qui représente bien la journée, comme la lumière qui était présente dans la plupart des scènes des photos qu'on a de la journée. On fait un look, donc un preset qui est spécifique pour cette journée-là. Et puis, je vais appliquer ce preset-là sur toutes les images de la journée. Donc, ça permet d'avoir un look uniforme sur toutes les photos que je vais livrer à mon client, mais de ne pas passer, même si c'était juste 30 secondes, sur 500 photos. On s'entend que ça fait beaucoup de temps. Donc, c'est la manière que je vais faire. Si il y a des compétitions, des fois, que je vais vendre des photos aux athlètes, donc ce que je vais faire, je reviens chez nous, j'importe mes photos, je fais mon tri, je fais mon traitement, et puis je vais importer les photos sur un site Internet. J'aime bien utiliser Pixie7. Je sais qu'il y a SmugMug, puis il y a d'autres sites Internet aussi qui font la même chose. Donc, j'importe une galerie de la journée de la compétition, et puis j'envoie le lien aux athlètes. Je leur dis, vos photos de la journée sont sur ce lien-là, sur le site Internet. Vous pouvez trouver les photos. S'il y en a que vous aimez, que vous voulez acheter, tout se fait, la transaction se fait toute sur le site. Donc, moi, un coup que les photos sont importées sur la galerie du site, je n'ai plus rien à gérer. Ma job est faite. Puis là, les gens peuvent acheter soit par PayPal ou par leur carte de crédit. Okay. Mais oui, c'est ma manière de fonctionner habituellement. Est-ce que tu shootes en rafale ou une photo à la fois? Puis si en rafale, c'est-tu à 10 ou 20 images secondes? Ah, vraiment bonne question. J'ai la possibilité de shooter à 20 images secondes, mais imaginez la quantité de photos que j'aurais si je revenais chez nous puis j'étais tout le temps en 20 secondes. Donc, la plupart du temps, en fait, non. 100% du temps, je suis toujours en mode rafale. Je pense que c'est M comme médium, j'imagine, au moyen. Oui. Celui-là à 10 images secondes. Mais jamais que je vais vraiment utiliser le mode rafale. Il est là comme au cas où j'arrive dans une situation où je n'ai vraiment besoin. Mais la plupart du temps, je vais cliquer une fois. Même en haltérophilie, où c'est un sport où les gens pensent qu'il faut shooter en rafale, je vais cliquer une fois, exemple pendant le snatch, parce que je sais exactement à quelle fraction de seconde le mouvement que je veux va se faire. Donc, ça, c'est beaucoup avec la pratique, mais ça me permet d'arriver chez nous avec 2000 photos au lieu de 10 000. Fait que ça paraît beaucoup. C'est le fun, le mode rafale, c'est très utile, mais si on l'utilise tout le temps, c'est parce qu'imaginez la job que ça vous fait quand vous arrivez chez vous après, ça n'a comme pas de sens. Donc, je suis toujours en mode rafale, mais je l'utilise comme pas, dans le fond. Si ça répond à la question. Oui, oui. Y avait-tu une autre question que tu as posée avec ça? Non, tu peux continuer. Ben, il y en a plusieurs, mais c'est parce que je ne veux pas trop intervenir dans ta présentation. Alors, Oui, mais en même temps, on peut avancer plus vite la présentation parce qu'en même temps, je veux être là pour les gens, s'ils regardent, parce qu'ils ont des questions. Fait, il y a quelqu'un qui demande si tu as essayé le logiciel GIMP qui est gratuit, est-ce que c'est aussi performant? Bonne question. Écoute, je n'ai jamais utilisé. Fait que j'ai vraiment aucune idée, malheureusement. Je ne pourrais pas dire. On a des gens aussi qui se demandent comment tu fais pour être accrédité lors des événements pour prendre des photos. Bonne question. Quand j'ai commencé la photo de sport, puis je voulais faire des événements, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était mes contacts. Donc, que ce soit du sport ou pour n'importe quel autre type d'événement, là, des rodéos, je ne sais pas, n'importe quoi, si vous connaissez des gens dans l'organisation ou des gens qui compétitionnent, qui connaissent ces organisateurs, vos contacts, là, c'est vraiment vos meilleurs amis. Parce que c'est facile après de les appeler, d'envoyer un email, puis d'avoir une entente avec eux. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis là, plus tu en fais, plus ton réseau grandit. Il y a des événements qui reviennent à chaque année, donc c'est facile de recontacter les mêmes personnes pour leur proposer des nouveaux partenariats dans les années suivantes. Sinon, dans les cas où je ne connaissais vraiment pas un chat,
je faisais des recherches sur Internet, soit sur le site Internet de l'événement ou sur Facebook, ou n'importe qui peut être comme un détective maintenant, là, avec le stalking, c'est super facile. Donc, je cherchais mes informations sur Internet, puis j'envoyais un email où j'appelais les personnes. Puis je me présentais. Je dis bonjour, je m'appelle Michel Grenier, je suis photographe qui se spécialise dans le sport. Je vois que vous avez tel événement qui s'en vient. Puis là, faites-le pas comme 2 jours d'avance. Faites-le un mois, 2 mois, 3 mois d'avance. Puis là, vous dites, je serais intéressé, seriez-vous intéressé à un partenariat? Puis la plupart du temps, les organisations, ils sont super, ils voudraient vraiment avoir des photos professionnelles, mais soit qui n'ont pas le budget ou peu importe. Donc là, rendu là, c'est à vous de voir si... J'en ai fait du bénévolat au début. J'en ai fait pour avoir de l'expérience, puis pour faire des contacts. Donc, peut-être que pour vous, la façon de faire, c'est de commencer par offrir vos photos ou faire un échange de services. Peut-être, écoutez, moi, ça fait des années que je ne paye plus pour aller m'entraîner dans un gym, parce que j'ai des ententes avec des gyms. Donc, le truc, c'est vraiment contacter les organisations. Présentez-vous. Puis, s'ils sont intéressés, bien, trouvez un terrain d'entente qui vont vous bénéficier, vous, puis l'organisation. Puis après ça, vous créez des relations, puis avec les années, ça se fortifie, puis des fois, ça ouvre d'autres portes aussi. Merci, Michel. Merci. Donc là, écoutez, on va y aller rapidement pour les autres photos. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, un exemple de photo d'haltérophilie. On va passer à la prochaine photo. On a une athlète de course encore. Ensuite, prochaine photo. Un athlète de taekwondo. Prochaine photo, donc savoir exactement, quand vous prenez en photo quelqu'un qui fait un saut, prenez-le, pas nécessairement pendant qu'il monte ou qu'il descend, prenez-le à l'apogée du saut, où c'est là où le saut est le plus haut dans les airs et le plus, le plus beau, en fait. Autre exemple ici, là, ça c'est le fun parce qu'on parlait de la rafale. Ça ici, là, c'est une des seules fois que j'utilise la rafale à 20 images secondes. Ça s'appelle le keg toss. Donc, les athlètes, c'est une discipline d'hommes forts. Les athlètes doivent tirer un baril. L'exemple ici, ça pèse 48 livres, donc on s'entend, c'est assez lourd. Et puis, en haut de la photo, on ne le voit pas, mais il y a une barre horizontale. Il faut que le baril passe au-dessus de la barre horizontale. Et puis, ce mouvement-là est tellement rapide et tellement dynamique que si je suis à 10 images secondes, la plupart du temps, soit que j'ai la frame, la photo où l'athlète a encore le baril dans ses mains, ou la fraction de seconde après, on ne voit plus le baril dans la photo. Donc ça, cette photo-là, j'ai réussi à l'avoir parce que j'étais à 20 images secondes, sinon je ne l'aurais jamais eu. On va regarder l'autre photo. Bon, une athlète, je ne me rappelle même plus de quoi je parlais. Donc, c'est quelqu'un qui dansait. Alors, mes 2 clés, prochaine diapo, mes 2 clés du succès en photographie de sport. On peut aller à l'autre diapo. Première clé, la patience. OK? Des fois, là, il y a des choses qu'on anticipe, on sait que ça va être beau, on sait que ça va être bon, il y a beaucoup de répétitions, mais ayez la patience. Puis je vous dis, à un moment donné, il y a exactement ce que vous voulez avec la composition, avec les athlètes que vous voulez, avec le mouvement que vous voulez, ça va arriver, mais des fois, ça prend de la patience. Si on passe à l'autre diapo, la loi du nombre. OK? Ça, puis c'est super personnel, puis je donne ces chiffres-là, j'ai aucune idée si je suis dans le target ou pas, OK? Parce que je ne sais pas les autres, ça ressemble à quoi. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire de la photographie de sport, puis là, on s'entend, là, je ne suis pas dans un studio, là, parce qu'il y a une moyenne de 10 de bonnes photos en studio, ce n'est pas vraiment une bonne moyenne au bâton. Mais dans des situations de photos spontanées à l'extérieur où on ne fait aucune intervention, on ne fait qu'observer, au début, j'avais 10 Puis là, en gagnant de l'expérience, en connaissant mieux mes sujets, connaissant mieux mon sport, puis aussi, ben, veut pas, l'équipement, ça a un jeu là-dedans, ça a un impact là-dedans. Donc, maintenant, ma moyenne, c'est entre 15 et 20 Puis, ma moyenne de photos supérieures, donc de photos que je vais utiliser dans mon portfolio, par exemple, c'est entre 1 et 3 Parce que plus on en fait, on dirait que plus ça nous en prend pour être impressionné par nous-mêmes, puis on devient super critique. Donc, tu sais, si je fais 1000 photos, là, il va y en avoir entre 1 et 3 que moi, je vais vraiment, vraiment, vraiment triper. Mais il va y en avoir plein d'autres bonnes que les gens vont être contents. Mais que moi, je vais triper, là, le pourcentage est quand même faible. Si on passe à la prochaine photo, ici, j'aurais pu gagner un 6,49. Vous voyez comment les cheveux de l'athlète, son expression, comment la barre revole entre, on voit le poids, 101 kg, son 3e épaulé jeté. On a toutes les informations dans la photo et tout est parfaitement timé. Donc, c'est un autre exemple de photo quand
la préparation rencontre la chance ou l'opportunité. Autre photo, prochaine diapo, photo de box. Donc, ce qu'on voit qui revole ici, c'est pas de la sueur. Michel, il y a quelqu'un qui demande une question, je pense connaître la réponse, mais je veux qu'elle vienne de toi quand même. Si tu avais à choisir un seul objectif, lequel prendrais-tu? J'ai l'impression que tu vas dire la 135 1.8. J'ai comme deux réponses. Mon préféré de tous les temps, c'est la 135 1.8. De tous les temps, c'est merveilleux, les photos que ça fait avec ça, là. Puis quand j'ai acheté mon nouvel équipement, je n'étais pas certaine parce que c'était un bon investissement, l'objectif. Mais je savais qu'il me fallait un tel objectif à grande ouverture. Et puis, oh mon Dieu, je l'aime tellement. C'est mon préféré. Mais je pense que je vais répondre si j'en avais un à amener en quelque part, je vais peut-être dire la 55 1.8 parce que si je n'ai pas l'espace assez pour me reculer, même s'il y a un zoom très rapproché, je peux faire un zoom très rapproché avec la 135. Si je veux faire un plan un petit peu plus large, puis que je suis dans un petit gym, je vais avoir un peu de difficulté à faire avec la 135. Donc, je triche un peu parce que là, je donne deux réponses. Mais je dirais peut-être la 55. Si on passe à la prochaine diapo, des petites astuces que je veux vous donner. C'est des trucs personnels. Ça dépend de chacun ses personnalités. Mais moi, ma personnalité, je suis très réservée. Donc, je suis très à l'aise à me faire vraiment toute petite pour me faire oublier. Donc, l'avantage que ça a, c'est que ça me permet de capter des images authentiques. Tu sais, vous le savez comme moi, là, on est toutes pareilles. Quand on voit quelqu'un arriver avec son Kodak, mes cheveux sont-ils bien placés? J'ai-tu l'air correct? Je vais me mettre à sourire. Mais quand les gens ne se rendent même pas compte qu'on les prend en photo, c'est là qu'on prend vraiment des vraies photos authentiques. Fait que si vous êtes capable, n'arrivez pas habillé en jaune fluo avec vos talons hauts, faire plein de bruit. Soyez discret, faites-vous petit, faites-vous oublier, puis vous allez avoir vraiment des belles photos. C'est vrai qu'en talons hauts, je me fais toujours remarquer. Oui, surtout quand tu mets ton rouge à lèvres qui match avec la couleur. Promenez-vous pour découvrir différents angles. Ça m'est arrivé souvent, plus dans mes débuts, de me faire prendre. J'étais dans un spot, là, puis j'avais des photos, puis j'étais comme « Ah ouais, j'ai des bonnes photos. » Puis là, je passais comme 2-3 heures dans le même coin. Puis là, vers la fin de la journée, je changeais de place. Puis là, j'étais « Ah, maudit. C'est tellement beau dans ce coin-là. » Mais là, il restait comme 1 heure à compétition. Donc, promenez-vous pendant la journée ou pendant le temps que vous êtes là pour la séance photo pour découvrir différents angles. Si vous en avez un bon, il y en a peut-être un autre aussi qui va être bon. Puis vous allez peut-être le regretter si vous ne l'avez pas trouvé. Et un autre truc, exposez pour les hautes lumières. Surtout si vous êtes à l'extérieur l'été, au soleil, comme une belle journée comme aujourd'hui. Je ne sais pas s'il fait beau à Montréal, mais à Québec, il fait vraiment beau aujourd'hui. Et puis, si vous voulez avoir des détails dans votre ciel, il ne faut pas qu'il soit surexposé parce que même si on a une méga plage dynamique, un pixel qui est brûlé puis qui est blanc, ça reste un pixel qui n'a plus rien à faire avec ça. Donc, ayez tendance peut-être à sous-exposer un petit peu. Ça va être super facile en post-production d'aller rechercher vraiment tous les détails que vous voulez. Si on passe à la prochaine diapositive. Il y a Michel qui demande est-ce que la 24 mm, c'est quelque chose que tu aimerais? Oui, 100%. J'ai la 28 mm f2 et la raison pour laquelle j'ai cet objectif-là, c'est qu'au moment où j'ai fait tout mon switch en Sony, il a fallu que je fasse des choix quand même. Là, j'avais mes boîtiers, j'avais mes objectifs et puis j'utilise vraiment pas beaucoup des grands angles. Donc, la 28 était plus dans un prix, tu sais, il était moins cher que la 24. J'avais quand même une grande ouverture. Ça faisait la job pour ce que je faisais avec un grand angle. Okay. Mais là, ça fait comme 1 an que je travaille avec. Puis je vais vous dire honnêtement, si j'avais la 24, je suis certaine que les capacités d'autofocus, je serais encore plus satisfaite avec la 24 qu'avec la 28. Merci. Donc, merci. Ensuite, bon, c'est ça, restez alerte. Des fois, les bonnes photos à prendre, c'est pas juste la photo pendant que l'action se passe, mais entre, que ce soit quand l'athlète se prépare ou la réaction de l'athlète à sa performance, ça fait vraiment des belles photos aussi. Merci au diapo. Si ici, on a un athlète qui se préparait à faire un Viking press, qu'on appelle, c'est super lourd, c'est avec les épaules, le mouvement avec les épaules. Et puis, je trouvais ça le fun, cette photo-là, parce que c'est un ancien wrestler. C'est quoi en français, wrestler? Lutteur. Un ancien lutteur, merci.
Ivan. Puis il y avait vraiment le sens du show, le sens du spectacle. Et puis son trademark un peu d'homme fort, c'est le T-Rex. OK? Puis il s'est fait tatouer des griffes de T-Rex sur ses mains. Puis c'est vraiment son trademark. Il se promène tout le temps avec du gear, du stock qui représente un T-Rex. Et puis là, je trouve vraiment qu'avec les yeux comme ça, qui regardait son épreuve qui allait commencer, qui avait vraiment l'air d'un prédateur qui allait sauter sur sa proie, vraiment comme un T-Rex. Je trouvais ça le fun. Si on regarde photo suivante, vous voyez, c'est une photo. Émilie venait de réaliser le plus lourd deadlift de la compétition. Puis je savais qu'elle mettait ses lunettes fumées par terre avant qu'elle commençait à faire son deadlift. Puis là, elle a fini son deadlift. Tout le monde est comme, ouais, la foule applaudit, tout ça. Puis là, elle remet ses lunettes. Puis là, j'ai sa face là. J'étais super contente. Donc, vous voyez, c'est pas un moment où elle faisait son deadlift. Je l'ai, cette photo-là. Mais cette photo-là, quand j'y ai monté, elle était vraiment super contente parce que ça y rappelait son moment de fierté puis un petit peu d'attitude, comme je suis la femme de la situation. Parlant d'athlète de la situation, si on regarde la prochaine photo, Jimmy Paquette qui demandait l'encouragement de la foule, qui avait réussi un temps record au Cactus, puis là, qui demandait l'encouragement de la foule, puis ça faisait vraiment... une image qui représentait la puissance, même s'il n'est pas en train de forcer puis de faire son mouvement. Si on regarde la prochaine diapo, surveillez les expressions du visage. Donc, dans la plupart des images que vous avez vues jusqu'à date, moi, j'aime les sports de force parce que crime, on voit que c'est tough, puis on voit qu'il force, puis on voit que c'est pas facile. Mais il y a une limite entre c'est pas facile, puis je vais être sur le bord de mourir. Il faut, puis c'est notre job de photographe, d'être capable de distinguer quand un athlète a l'air en contrôle de la situation ou a l'air à donner son 100%, ou quand un athlète est juste plus capable et est dépassé par les affaires. Donc, surveillez les expressions du visage pour vraiment... Mettez-vous à la place de la personne. Si je teste ce gars-là, puis je voyais la photo, serais-tu content? Ben oui, je serais content. Je verrais que j'ai donné mon 100%, puis que c'est une épreuve difficile, puis que j'ai forcé. Même chose pour cette photo-là. Photo au bench press. Donc, c'était lourd, cette dernière répétition, elle forçait vraiment beaucoup, mais ça a fait une photo intense. Même chose pour la photo suivante. C'était pendant les Open, les CrossFit Open. Donc, ils font des entraînements, des workouts qui comptent dans un leaderboard pour se rendre éventuellement aux CrossFit Games. Donc, l'athlète Jean-Simon donnait vraiment son 100% pour avoir le meilleur temps. Il allait au-delà de ses limites. Puis, on le voit vraiment dans ces derniers muscle-up à quel point il se donnait puis qu'il forçait. Et puis, ça donnait ces photos-là. Même chose si on regarde la photo suivante. Donc, ça ressemble à ça, le Viking Press. Donc, un autre exemple qui forçait vraiment beaucoup. Mais, tu sais, les strongmen, c'est ça, ils sont là pour forcer. C'est ça le show. C'est ça qu'on veut voir. Si, image suivante. Autre petit truc, choisissez votre arrière-plan pour isoler ou pour mettre en contexte votre sujet. Donc, l'année dernière, j'avais pris le défi des escaliers pour Je cours Québec et puis il m'avait dit, Michel, on aimerait vraiment avoir cette photo-là où tu es en haut des escaliers, puis on voit Château-Frontenac au loin. Donc, je me suis arrangée pour avoir exactement ce qu'il voulait, ce qui permet de... tu sais, Je cours Québec, ils ont beaucoup leur branding, de mettre de l'avant le tourisme et la belle ville de Québec. Donc, c'est une belle photo qu'ils allaient pouvoir utiliser dans cette perspective-là. Si on regarde la photo suivante, en haltérophilie, si vous prenez des photos d'haltérophilie, une vraie compétition, habituellement, il y a toujours un écran à l'arrière illuminé avec le temps, le nom de l'athlète, le poids qu'il fait, puis le numéro de l'essai qu'il fait, donc de 1 à 3. Et je m'organise toujours pour être capable d'avoir dans mon cadrage ou dans mon cadre ces informations-là en arrière, parce que ça permet à l'athlète de se rappeler qu'est-ce qu'il faisait comme lift, même s'il voit sur sa barre les poids. Et ça fait vraiment un beau souvenir avec toutes les informations de la compétition de ce lever-là pour l'athlète. Si on passe à l'autre photo, même encore arrière-plan, avant-plan, perspective, Château-Frontenac. Étant à Québec, c'est très facile pour moi de prendre des belles photos de Château-Frontenac. Photo suivante. Jean-François Caron, l'homme le plus fort au Canada, qui faisait deadlift. OK, ça, c'est un deadlift à 800 livres. Mais le but, ce n'était pas de le lever. C'était de le lever le plus de fois possible en 1 minute. Puis là, il était rendu... puis Jean-François Caron, il est reconnu pour être un excellent athlète de soulevé de terre. Et on voit à l'arrière, ce que j'aimais beaucoup de l'arrière-plan dans cette photo-là, qui donne le sens à la photo, à mon avis, c'est qu'on voit Jimmy Paquette en avant, puis Evers à droite.
qui l'encourage vraiment à donner son 100%. La minute était presque finie, puis je pense qu'il avait fait le record de soulevé de terre dans la minute. Donc, c'est ce qui donne l'intensité à la photo. Si on regarde la diapo suivante, donc on a, Carrie qui fait un truck pull. Puis ça, c'est une de mes épreuves préférées de Strongman. C'est vraiment, c'est spectaculaire, là. C'est un camion qui pèse 14 tonnes, qui doivent tirer avec une corde. Puis ils sont attachés par un harnais au camion. Puis là, tout ce qu'ils font, c'est avec leur force brute, ils tirent le camion. Et puis le but, c'est de le tirer le plus rapidement possible jusqu'à une certaine ligne. Et pour avoir cette photo-là, je risque comme un petit peu ma vie parce que la corde que vous voyez sur laquelle l'athlète tire, cette corde-là est attachée en quelque part. Puis moi, ce que je fais, c'est que je regarde où la corde est attachée. Puis je m'en vais m'asseoir juste à côté, je vais comme m'accoter la face quasiment sur le nœud de cette corde-là. Mais c'est ce qui me permet d'avoir cet effet de profondeur-là. Donc, on a l'avant-plan où la corde passe devant l'objectif, puis là, ça en va en arrière, puis là, on voit que l'athlète tire, puis qu'on la repère en arrière-plan. Donc, ça m'est jamais arrivé que la corde lâche. Il ne faudrait pas, parce que je pense que ça m'arracherait peut-être la tête, mais ça vaut vraiment la peine pour avoir des bonnes photos. Si on regarde... Michel, oui. Quand tu commences là, tes séances photo comme ça, là, tu dis justement, tu te places et tout, mais pour ton triangle d'exposition, comment tu procèdes? Est-ce que tu fais ton ISO en premier? Est-ce que ton ISO est automatique? C'est-tu ta vitesse que tu sets en premier, dépendamment du sport que tu photographies? Ah, bonne question. Souvent, par exemple, que je sois à l'extérieur ou à l'intérieur, souvent, quand je veux figer le mouvement, je vais partir avec une vitesse de 1,5 centième de seconde. C'est pas mal une vitesse qui va faire pour n'importe quel sport, la plupart des sports. Ça dépend. Les sports avec de l'eau, natation ou kayak, des choses comme ça, des fois, on veut un petit peu plus rapide pour vraiment figer les gouttelettes d'eau. Mais en général, si vous mettez à 1,5 centième de seconde, vous allez pouvoir figer le mouvement de n'importe quel sport, d'un saut, de n'importe quoi. L'ISO, l'ouverture, c'est facile parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec la plus grande ouverture que je peux. Donc, avec les objectifs que j'ai, je peux me rendre à 1,8. Donc, ça, c'est facile. F1,8, ça, c'est réglé. Après ça, vitesse, la plupart du temps, 1,5 centième. Ce qui me reste à gérer vraiment seulement, c'est l'ISO. Donc, si je suis à l'extérieur puis il fait beau, bien, je vais mettre à ISO 100 pour avoir la plus belle qualité d'image. Si je suis à l'intérieur, bien là, comme tantôt j'ai mentionné un peu, je vais soit mettre entre 2500 et 4000. C'est souvent l'ISO que je vais utiliser. Mais pour répondre à la question, je suis toujours manuel, 100% manuel, mais il y a certains settings, un réglage que je ne changerai pas vraiment. Comme l'ouverture, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est la manière... Puis, tu sais, avec les 100 miroirs, c'est super facile de voir l'exposition sans prendre de photos parce qu'on fait juste regarder dans son viseur ou en arrière. Donc, ça aide aussi pour savoir si on a les réglages qu'on veut. Ça répond-tu à la question? Oui, Oui. okay, c'est super, merci. Ensuite, si on passe à la prochaine diapo, un autre exemple d'arrière-plan. Ça, j'ai comme une histoire le fun de cette photo-là. Parce que c'est dans quoi Ted for Minds? Peut-être il y en a d'entre vous qui connaissent ça. Ça s'appelle le Sentier des mineurs. C'est une ancienne mine, OK? Ça avait été comme, pas gratté, là, mais pelleté, là, ou comment on appelle ça? Forgé. Et puis, ça s'est rempli d'eau. Et puis, l'eau est vraiment bleue comme ça. Fait que là, j'arrive là avec mon ami Michael Lee, qui est professeur de Kung Fu, qui a son école de Kung Fu, super bon athlète. Et puis, on prend des photos. Puis là, on a pris quelques photos dans l'eau pour apprendre, finalement, en fin de journée, son coloc qui a dit « Oui, mais tu savais-tu que l'eau là-bas était contaminée? » On a pris... Et puis, il était là-dedans, il s'envoyait ça dans la face. Donc, bref, ça a valu la peine, encore une fois, de risquer nos vies. Pas de troisième œil qui nous a poussé rien. Ça fait des belles photos. Mais des fois, c'est bien de se renseigner dans les endroits qui ont l'air un peu trop vrais pour être naturels. Si on regarde prochaine diapo, autre exemple, on peut faire des photos très épurées. Si on décide d'avoir un arrière-plan très neutre, on peut passer tout de suite à la prochaine diapo, exploiter la contre-plongée. Donc, j'ai plusieurs exemples de photos à contre-plongée. Puis, je vais vous dire, 95% du temps,
Je suis soit assis, soit à genoux, soit couché à terre, soit en petit bonhomme. Je suis la plupart du temps en contre-plongée. Je trouve qu'en photographie de sport, ça donne vraiment ça donne un effet de puissance à la personne qu'on prend en photo. Donc ici, on a un exemple pour de la boxe. Si on regarde à l'autre diapo ensuite, c'est un autre exemple de ski, comment on dit ça, patin sur roue, ski, en tout cas, l'autre mot là, que Marie-Claude t'avait dit tantôt. Autre exemple ici, contre-plongée. On peut aller à la prochaine photo. Un autre exemple de contre-plongée, j'étais sous l'athlète qui soulevait son pneu. Ensuite, on peut passer à l'autre diapo. Un autre truc que je veux vous donner, ayez pas peur de cadrer serré. Ça permet tellement de sortir, premièrement, d'épurer votre photo. Vous voyez ici, il n'y avait pas un... On n'a aucun élément qui va distraire. Donc, on va vraiment voir que le sujet, puis peu importe ce qu'il est en train de faire. On peut regarder l'autre diapo ici. Ça, c'est une photo que j'avais prise l'été dernier. J'ai eu le plaisir d'aller couvrir une grosse compétition internationale d'haltérophilie. Et puis, j'ai eu également le plaisir que Sony me prête la 400 mm f 2.8. C'est une photo qui avait été prise avec cet objectif-là. Et puis, le fait d'être près de l'athlète permet tellement d'aller chercher l'émotion du visage, vraiment plus que s'il était tout petit dans un petit coin de la photo. Ça donne deux styles différents, mais ayez pas peur soit de vous rapprocher ou d'utiliser vos téléobjectifs pour vraiment cadrer serré. Si on regarde la photo suivante, un autre exemple, je n'ai pas recadré cette photo-là. Elle était vraiment prise comme ça dans le boîtier, même qu'au début, quand j'ai pris, je pensais qu'elle était trop serrée. Puis quand je l'ai vue dans mon ordinateur après, je me suis dit, ah non, c'est vraiment la photo que je voulais ou que j'aurais voulu faire. On peut regarder la photo suivante. Donc, une photo de boxe, j'étais en contre-plongée, j'étais ringside, donc j'étais debout par terre directement à côté du ring. Puis, tu sais, avec cette photo-là, je pense que ça m'a revolé partout dans la face, dans la bouche, mais encore une fois, j'ai risqué ma vie, mais ça valait la peine. Photo suivante. Autre exemple de photo cadrée serrée. Tout à l'heure, je parlais de Ivan. Oui, oui. Excuse-moi, Michel, j'ai une question pour toi parce que oui. tu parles justement de la proximité avec tes sujets, tout ça. En période de COVID, comment tu penses dealer avec ça dans les prochains mois, la prochaine année, en fait, dans ton travail? Parce que ça risque d'avoir quand même pas mal de répercussions. Là. Ah, clairement, c'est une bonne question. Clairement, parce que vous voyez, depuis les 2 derniers mois, j'ai vraiment pas pris de photos. J'ai pas eu. Souvent, l'été, moi, c'est ma grosse saison. J'ai plein de compétitions de CrossFit, de strongman, d'haltérophilie. Toutes mes fins de semaine de l'été sont pleines habituellement. Puis là, vous voyez, ça fait 2 mois que c'est vraiment mort. On sait qu'il n'y a plus aucun événement qui se fait. Puis je ne m'attends pas non plus à ce qu'il y en ait pendant l'été. Donc, à reprendre des photos, ça va être avec des sujets plus isolés, dans le sens que ce ne sera pas des gros regroupements de personnes. Et puis, je vais préconiser effectivement l'utilisation du téléobjectif. Comme ça, je n'aurai pas à mettre à... Tu sais, c'est difficile de faire un close-up avec un grand angle, à moins d'être à 2 pouces du sujet. Alors, je suggère d'utiliser téléobjectif qui va donner une chance, un peu une distanciation sociale. Puis, peut-être aussi faire plus de shooting à l'extérieur. Là, c'est le fun, ça donne que le beau temps arrive, donc c'est plus encourageant et c'est plus facile aussi de faire de la photographie à l'extérieur. Donc, ce serait comme mes recommandations à faire. Si on regarde la prochaine diapo, j'essaie d'aller assez rapidement parce que je sais qu'on approche de notre temps. Ici, je parlais tout à l'heure de T-Rex, Ivan Singleton, qui, son trademark, c'était les griffes ou son image de T-Rex. Et puis, pendant la compétition, j'avais fait mes devoirs et puis j'avais fait des recherches sur cet athlète-là. Et puis, je me suis dit, pendant la compétition, je vais essayer d'avoir une photo de ses doigts avec son tatouage de T-Rex. J'ai réussi à l'avoir. Cette photo-là, je l'ai prise avec la 100-400. C'était justement Pierre, l'année dernière, qui m'avait permis d'emprunter une 100-400. Et puis, c'était la première fois que j'utilisais. J'ai vraiment trippé. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs acheté après. Et puis, j'ai envoyé la photo. Tu peux t'en prêter d'autres, Michel, aussi. Oui. On s'en parlera tantôt. Et puis,
j'ai envoyé la photo à Yvan parce que c'est une photo différente, c'est un peu plus artistique. Puis je me suis dit, soit que l'athlète va vraiment l'aimer ou il ne l'aimera pas pantoute, parce que le focus n'est pas sur sa face, il est sur sa main. Puis il a vraiment full aimé, puis il l'a partagé, il était super content. Donc, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher des détails qui vont représenter le sujet que vous prenez en photo, parce que ça se peut qu'il aime vraiment beaucoup la photo du détail. Et puis, si on regarde la photo après, autre exemple de photo rapprochée. Donc, on a l'athlète qui se met des knee wraps, il allait faire du squat lourd, et puis on voit son wrap qui revole et devant la caméra. Ça, je vais l'avouer, on l'a repris à quelques reprises parce que je savais exactement ce que je voulais, puis le petit morceau de tissu ne revolait pas exactement à l'endroit qu'il fallait. Donc, on l'a repris quelques fois, mais j'avais eu une bonne photo. Donc, prochaine diapo. En bref, pour réussir des belles images de sport, connaissez votre discipline, connectez avec votre sujet, commencez maintenant avec l'équipement que vous avez. OK? Vous voyez ce que j'utilise maintenant, mais vous voyez aussi ce que j'ai utilisé au début. Puis j'ai réussi à faire mon chemin, puis avoir des contrats, puis à être capable d'investir éventuellement dans du matériel différent. Osez jouer avec vos vitesses d'exposition. Ayez une structure dans vos dossiers. OK? Ça va vraiment vous aider sur le long terme. Là. Des fois, il y a des photos qu'il faut que je retrouve que j'ai prises il y a 4 ans, puis je suis vraiment contente de savoir exactement où le retrouver. Amplifiez l'effet wow en post-production pour avoir votre style à vous, pour avoir un look constant dans les photos que vous donnez aux gens. Rappelez-vous la loi du nombre, OK? Il va falloir prenez beaucoup de photos parce qu'il va en avoir un petit pourcentage qui vont être vraiment bonnes. Fait qu'ayez pas peur de prendre beaucoup de photos, partagez une histoire intéressante et ayez du plaisir. Donc, on va descendre de 2 diapositives, qui est la dernière, la 95e. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, allez-y, ça va me faire plaisir. Vous pouvez, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez me joindre personnellement, je vous ai mis mon email en haut à gauche, michel@michelgrenierphoto.com. Vous avez mon site Internet à droite, aussi michelgrenierphoto.com. J'ai des articles, des vidéos et des choses comme ça. Alors, merci d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir attendu au début. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Michel. Merci. Michel écrit sur le blog de Gosselin. Donc, si vous voulez aller voir ces articles qu'on a publiés depuis le début de l'année, dans la section blog du site web gosselinphoto.ca. Oui. Donc, très intéressant. Et merci Michel, merci Pierre d'avoir été là encore. Ça me fait plaisir. Je réponds encore à des questions qui apparaissent sur le chat. Peut-être, Michel, si tu es en mesure d'aller sur notre page Facebook de Gosselin pour aller voir un petit peu les questions qui ont été posées. C'est un petit moment là, après la conférence. S'il y a des questions techniques là, que les gens ont demandé puis que tu es ouverte à aller y répondre, tu es la bienvenue. Oui. Bien, super. Regardez tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu là pendant le web, pendant le live, quand on va raccrocher ou fermer, là, tout de suite, je m'en vais regarder les commentaires puis je m'en vais répondre à vos commentaires ou à vos questions. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Super. Merci. Merci à Sony, encore une fois. Merci Gosselin. À bientôt. Bonne journée. Bon après-midi à tous.